Comment gravir l'avenir quand à l'intérieur de nous on est rempli de glaçons? Les glaçons, ce sont nos peurs, ce sont nos croyances limitantes, ce sont nos barrières intérieures qui nous empêchent souvent d'oser. Osons demain, pendant très longtemps, pour moi, c'était osons demain. Entre les deux, il y avait un énorme point. Je m'appelle Sarah Jane de Hale et je me suis aperçue très jeune que j'étais tellement remplie de glaçons qu'en fait j'étais congelée. Si bien que ma tête avait pris le monopole et le contrôle. Elle était très sympa, elle m'avait dit « Pour être heureuse, Sarah, il va te falloir un mec comme ça, un job comme ça, des études comme ça, une maison comme ça. » Et moi, gentiment, j'exécutais. Sauf que ça ressemblait davantage à une bataille navale qu'à une grille de loto, parce que j'avais beau cocher toutes les cases, j'avais toujours le sentiment de couler. Et puis il y a pire, il y avait des moments où à l'intérieur, ça disait « Oh là là, Sarah, c'est vachement génial !» Mais ici, ça disait « Non, 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 c'est pas dans le plan. » Donc je me suis décidée à trouver un moyen, si je voulais avoir une vie plus épanouie, d'aligner, au sens qu'on utilise aujourd'hui, tout ça, pour pouvoir oser. Sauf que pour certaines de ces barrières, j'ai mis plus de 9 ans à trouver la clé. Alors à partir du moment où j'ai compris, eh bien, je me suis décidée à accompagner d'autres gens à gagner du temps avec leurs propres barrières. Puis après avoir accompagné plus de 150 personnes, j'ai compris qu'il y avait une clé qui nous concernait tous si on voulait vraiment oser. Sauf que cette clé, je ne vais pas vous la donner. Et non, vous devez vous dire, mais pourquoi on est là aujourd'hui alors? Ce que je vous propose, c'est avec le temps limité qui nous est donné, de vous accompagner à aller l'identifier, vous. Parce que si je vous la donne, la plupart d'entre vous vont peut-être passer un bon moment, mais demain, leur vie n'aura pas changé. Alors ça ne m'intéresse pas franchement. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Alors on va utiliser un outil extraordinaire qui s'appelle la visualisation. À main levée, combien d'entre vous ont déjà fait une visualisation? Ouais, génial. C'est un outil qu'utilisent énormément les sportifs de haut niveau, notamment Cristiano Ronaldo, mais aussi Rafael Nadal, qui adore le tennis. J'aime bien prendre Rafael Nadal en exemple. Alors la visualisation, c'est plus facile les yeux fermés, mais après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez garder les yeux ouverts, vous pouvez. Je vous invite simplement à les fermer parce que c'est plus simple et moi je vais vous guider. OK ? Je vais vous demander d'imaginer que c'est la fin de la journée de cours ou de boulot, selon votre contexte personnel. Et puis il fait beau. Et vous vous dites, avec le temps qui me reste, j'irai bien me promener dans la montagne. Ça tombe bien, vous n'êtes pas loin des Calanques, ou vous allez peut-être choisir d'aller dans l'arrière-pays, et vous vous dites, tiens, je vais prendre cette rando-là, elle est sympa, la montagne a l'air agréable, je vais grimper. Et puis vous êtes parti vraiment les mains dans les poches, vous n'avez même pas de téléphone portable, vous êtes en basket, tranquille, et vous profitez du paysage, de cette belle journée. Je vous invite à imaginer le vent dans vos cheveux, la brise agréable, le soleil sur votre peau, peut-être même le son des oiseaux. C'est vraiment un moment sympa. Et puis soudain, il va se passer quelque chose qui n'arrive que dans les films. Le ciel va virer au noir profond, suivi d'un énorme éclair et d'un gros coup de tonnerre. Et soudain, c'est le déluge. Le déluge. Vous visualisez des torrents qui circulent entre vos pieds, emportant avec eux des lopins de terre. Il pleut, vous êtes trempés. Et soudain, vous apercevez un petit abri naturel sur le côté. À main levée, combien d'entre vous ont le réflexe d'aller s'abriter? Ok. Combien d'entre vous se disent « je n'ai pas de portable, je ne sais pas combien cet orage va durer, je fais demi-tour et je rentre à la maison ». Ok. Et combien d'entre vous se disent « c'est pas grave, c'est une grosse pluie, mais je continue de grimper ». Ok, vous êtes très peu nombreux. À ceux qui se sont abrités et à ceux qui ont décidé de continuer à grimper, je vais annoncer tout de suite que la situation va s'empirer. Il va se mettre à tomber de la grêle si fort que la roche sur le côté va dégringoler et que devant vous, la route est barrée par 2,50 m d'énormes cailloux. Dans cette situation-là,
combien d'entre vous continuent encore de grimper? Ok. Maintenant, ce que vous venez d'identifier, c'est que vous êtes quasiment aucun à avoir continué de grimper, parce que lorsqu'on est simplement parti comme ça faire une promenade au hasard d'une fin de journée, notre capacité de résistance à l'imprévu et à l'adversité, elle est assez limitée. Alors je vais vous proposer de refaire l'histoire un tout petit peu différemment. Et vous allez penser à quelqu'un que vous aimez énormément. C'est peut-être un frère, une sœur, c'est peut-être un ami, un parent, un enfant pour ceux qui en ont. Ok ? Vous allez identifier quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et à la différence de tout à l'heure, vous n'êtes pas parti tout seul, vous êtes parti avec cette personne-là. Ok ? Je vais vous raconter exactement la même histoire, à la différence près que juste avant les boulis de cailloux, cette personne avait pris un peu d'avance et se retrouve coincée de l'autre côté et vous appelle au secours. Dans cette situation-là, combien d'entre vous se disent « c'est pas grave, elle se débrouillera, moi je fais demi-tour ». Ce que vous identifiez là, c'est que lorsque notre émotion d'amour est en jeu, notre capacité de résister à l'adversité est décuplée. Simplement, là, j'ai illustré l'émotion d'amour avec le lien affectif. Et le lien affectif, généralement, il se manifeste de deux manières différentes. Il y a ceux qui vont se construire contre quelqu'un. C'est le cas notamment de Mark Zuckerberg, il me semble, qui a accéléré sa fabrication de Facebook parce qu'il s'était fait larguer et qu'il s'était dit je vais montrer à cette fille combien je suis un mec génial et je vais aller chercher mon courage et mon intelligence 2 fois plus puissamment. Et puis il y a ceux qui se construisent pour quelqu'un. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui ont fait des études pour faire plaisir à un parent. Et ça a été mon cas pendant très longtemps. J'ai eu un bac scientifique, j'adore les maths. Et mon papa était un génie des maths et de la méca. Il a réussi la plupart des concours des grandes écoles d'ingénieurs, dont Polytechnique et les Arts et Métiers. Et pour lui, c'était évident que sa fille allait faire une école d'ingé. Sauf que moi, en dernière année de lycée, je lui ai dit non, papa, moi j'ai envie de faire du droit. Parce que pour moi, le droit, c'était extra, ça permettait d'apprendre les lois, de comprendre comment le monde fonctionnait. Et je me disais, je pourrais éventuellement, dans mon idée, pouvoir contribuer à l'améliorer. Mais pour mon père, faire du droit, c'était un choix pour ceux qui n'en avaient pas d'autres. Et donc, ce n'était pas vraiment satisfaisant pour lui. Et je n'imaginais pas à quel point perdre son admiration, ça allait me motiver à chercher à la regagner. Et donc, je suis allée en droit, mais je me suis inscrite à 2 diplômes différents. Un à la fac en France et un autre à la fac dans un autre pays en me disant je vais avoir 2 diplômes, c'est sûr, il va être impressionné. J'ai obtenu 2 diplômes en même temps et mon père m'a dit c'est génial, tu as 2 diplômes nazes. Super. J'ai continué quand même et en master, j'ai mis les bouchées doubles, j'ai fini major de promotion les 2 années et il m'a dit tu es la meilleure des mauvais. Ok, c'était toujours pas gagné. Et à partir de ce jour-là, j'ai eu le choix entre continuer mes études dans un master qui m'intéressait beaucoup, qui m'appelait, qui m'inspirait, et rejoindre un CDI dans une grande banque internationale qui me proposait un très beau job. Et je me suis souvenu que mon père avait fait une belle carrière à l'étranger, et donc je me suis dit, si moi aussi j'ai une carrière internationale, ça va lui montrer que le droit, ça mène à tout. Et j'ai choisi ce fabuleux CDI. Quand tous mes copains sortaient, voyageaient, faisaient la fête, moi je bossais jusqu'à 20h le soir dans ce petit bureau fermé pour être remarqué dans cette grande entreprise, ce qui est arrivé, où j'ai eu l'immense bonheur d'être cadre haut potentiel. Et mon objectif, c'était de rejoindre l'inspection interne pour partir à l'étranger. Mais une carrière, ça ne se construit pas en 15 jours et pas non plus en 2 ans. Et quand j'avais 25 ans, mon papa est tombé très malade et il est mort en quelques semaines. Et je me suis retrouvée à des centaines de kilomètres de lui, avec un job qui brillait énormément sur le papier, mais qui soudain pour moi était en carton, et avec aucune idée de ce que je foutais là. Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui ? Parce que lorsqu'on utilise l'émotion d'amour pour ou contre quelqu'un, alors on devient dépendant de quelque chose qui est à l'extérieur de soi et qu'on ne maîtrise pas. Tandis que si j'utilise l'émotion d'amour pour quelque chose de grand, de plus haut que moi,
alors je vais pouvoir aller chercher cette capacité de résistance à l'adversité de manière illimitée. Alors je vais vous proposer de refaire encore une fois cette visualisation, une troisième et dernière fois. Vous êtes en bas de cette montagne. Simplement, vous n'êtes pas en bas de cette montagne par hasard. Vous êtes en bas de cette montagne parce que vous savez que tout en haut, il y a le trésor que vous voulez. C'est peut-être l'amélioration du monde, c'est peut-être l'innovation, c'est peut-être l'écologie, c'est peut-être aider les humains avec l'action humanitaire. C'est quelque chose qui vous parle à vous. Et vous savez que c'est là-haut pour une durée limitée. Alors vous vous êtes préparé, vous vous êtes formé, vous vous êtes même équipé, vous avez un sac avec vous, avec une corde, des mousquetons, vous avez étudié le trajet. Dans cette configuration-là, combien d'entre vous vont continuer de grimper au sommet malgré la pluie et les éboulis de cailloux? Presque tous. Merci. Alors, il y en a qui vont me dire, ok, mais enfin, moi, il y a plein de montagnes qui m'intéressent. Donc, laquelle choisir? Il y en a d'autres qui ont commencé à grimper et puis qui sont à mi-chemin et qui se disent, bon, finalement, ça ne m'intéresse plus tellement ce qu'il y a là-haut. Et il y en a d'autres qui sont arrivés en haut et qui se disent, bon, ok, finalement, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé. Alors, je vais déculpabiliser tout de suite. Il y a un psychiatre suisse extraordinaire qui s'appelle Carl Gustav Jung et qui a dit un jour, on passe souvent la première partie de sa vie à escalader une échelle pour s'apercevoir en fait, une fois arrivé en haut, qu'on l'avait adossé au mauvais mur. Alors c'est ok. Simplement, tout le temps où nous avons escaladé, nous avons rencontré des gens, nous avons appris des choses, nous avons développé des talents. Tandis que si je reste pendant des années avec mon échelle sous le bras dans la vallée, ou sur ce caillou-là, à me dire, bon, j'ai pas fait le bon choix, eh bien, je n'ose pas, et je perds ma vie. Alors maintenant que j'ai dit ça, je pourrais en rester là, parce que je pense que j'ai dit l'essentiel. Je voudrais quand même rajouter quelque chose pour ceux d'entre vous qui sont comme moi, remplis de glaçons, peut-être même un peu congelés, et qui se disent, merci Sarah, c'est sympa, mais moi je peux pas, parce qu'à l'intérieur, je suis frigorifiée. Je voudrais être cash et dire que oui, nous ne sommes pas tous nés avec le même nombre de glaçons à l'intérieur. En fonction de notre enfance, en fonction de notre environnement, de nos expériences, parfois même de nos parents qui nous ont gentiment permis d'hériter de certains de leurs glaçons. Eh bien, nous sommes très chargés et nous avons un sac de glaçons particulièrement lourd à porter quand nous grimpons. Alors parfois, on peut être désolé, découragé, avoir envie de s'arrêter, d'abandonner, en se disant que pour nous c'est trop lourd. À ces personnes-là, je voudrais dire que nous ne sommes pas tous nés avec le même nombre de glaçons à l'intérieur. Toutefois, nous sommes nés avec la même température intérieure. Et on va imaginer que cette température intérieure, au niveau émotionnel, elle est de moins 10 degrés. Alors, quand nous grimpons, quand nous fixons par amour cet objectif-là, et que nous nous concentrons à ne nous comparer qu'à notre version de nous du passé, que nous nous félicitons de ce que nous avons déjà fait, que nous continuons, que nous nous encourageons nous-mêmes, que nous transmettons et que nous partageons parfois à ceux qui ont encore plus de glaçons que nous, eh bien, par toute la somme de ces actes, nous montons de moins 1, parfois de moins 0,5 degrés, progressivement. Alors, si vous ne devez retenir qu'une chose, je voudrais que ce soit celle-ci. Peut-être qu'un jour, vous serez épuisé et vous aurez envie de vous arrêter sur le côté. Ce jour-là, souvenez-vous que peut-être que vous êtes à l'intérieur à déjà moins 1, moins 2 degrés. Alors accrochez-vous. Parce que lorsqu'on atteint 0, tous nos glaçons fondent tout seuls. Merci.